Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Les Sandales d'Empédocle sont ravis d'accueillir pour une nouvelle rencontre de cette année 2020, rencontre virtuelle, Hermine Imon, qui est donc la traductrice et l'éditrice d'un roman jeunesse intitulé Stupeur, qui est un roman traduit de l'anglais, de l'américain, pour être exact. Un roman qui, on va tout de suite évoquer ce sujet, qui met en scène une jeune femme qui s'interroge sur la présence d'un virus et d'une contamination à l'échelle de la ville de New York. Un roman qui fait écho, bien évidemment, à une situation malheureusement un peu trop actuelle, mais Hermine, tu as répété que voilà, c'était pas quelque chose que la maison d'édition avait anticipé, au contraire, hein, puisque c'était pas, vous ne souhaitiez pas surfer sur cette vague, puisque le livre, vous êtes deux responsables de la maison d'édition Lucas, vous avez eu un coup de cœur pour ce livre et vous avez acheté les droits avant le début de la pandémie, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Le temps d'achat de droits et de négociation avec les agents étant un temps parfois assez long et compliqué, le temps qu'on ait les droits, que tout soit prêt pour traduction, effectivement, moi j'ai commencé à travailler sur le texte et à le traduire pendant le premier confinement en 2020, donc ce qui a donné une coloration encore un peu plus étrange aux notions de porteurs sains, asymptomatiques et autres virus et bactéries qu'on retrouve dans le roman, effectivement. Donc, nous sommes tristement d'actualité peut-être, mais… Et puis on imagine, on en avait échangé avant, que la situation de la traductrice confinée qui travaille, déjà le métier de traducteur est un métier assez solitaire puisque tu es confronté au texte, mais voilà, dans une période de confinement, ça doit être tout particulier de traduire ce texte-là. Oui, bah oui, 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 on est déjà quand même, de par cette fonction, bon, assez isolé, ce qui convient très bien, hein, c'est pas un problème, mais on travaille tout seul sur le texte et on vit avec le texte pendant un certain temps. Mettons dans le cadre de Stupeur, je pense que j'ai passé, peut-être un mois pour faire un premier jet, que j'estimais satisfaisant avant de commencer à relire et à amender mon travail. Donc le débuter, par un confinement, effectivement, c'est le double confinement, le double temps un peu long de la traduction, qui s'est enchaîné comme ça, ouais. Alors on va venir bien sûr au cœur du texte, peut-être redire un mot sur la maison d'édition. On a fait une réunion Zoom sur les éditions Lucas, mais ça peut être l'occasion pour ceux qui n'auraient pas été là d'en reparler. C'est une maison d'édition jeunesse qui est spécialisée dans la vulgarisation scientifique, c'est ça? Oui, voilà, Lucas Éditions, on a commencé cette aventure un peu folle avec Sandrine Arbonnier, hein, qui est la fondatrice, de la maison d'édition. Ça remonte à 2018 et en fait, avec Sandrine, on s'est connus en fac, en master, du métier du livre à Lille, et le hasard a voulu que je sois placée à côté d'elle parce que nous nous suivons, dans l'ordre alphabétique. Et donc on a commencé à discuter et on s'est rendu compte assez vite qu'on avait un parcours assez similaire. Nous avons toutes les 2 fait des études d'anglais et passé un certain temps à l'étranger. Sandrine est partie en Erasmus au Pays de Galles et moi j'ai passé, un peu plus de 2 ans en Irlande du Nord, pour donner des cours de français et ensuite à Londres. Donc ensuite on s'est retrouvés autour du livre et on avait déjà des bonnes bases communes. Puis après nous avons chacune fait un peu notre chemin dans l'édition, hein. Elle notamment en tant que correctrice sur des ouvrages un peu sportifs ou assez scientifiques, et moi plutôt dans le domaine de l'imaginaire et de la jeunesse. Et donc en 2018, quand elle m'a annoncé avoir envie de créer une structure particulière avec une ligne éditoriale très forte, hein, qui est donc la vulgarisation scientifique, mais par la fiction, uniquement par la fiction, donc pas de documentaire. On est dans des romans, dans des albums, dans des choses où on raconte, on a une fiction pour accompagner des faits de sciences fondamentales, hein, donc la médecine ou l'épidémiologie dans le cas de Stupeur, les mathématiques, la géologie, le spatial, la primatologie avec Delphine, ou encore l'histoire avec un certain Arnaud Friedman et le trésor de Sunti, n'est-ce pas? Donc voilà pour un peu la création et la ligne très précise de Lucas Éditions, qui effectivement n'est pas… on ne peut pas trop en dévier pour l'instant de cette ligne. Et donc, on est contente quand on trouve des textes étrangers aussi qui peuvent s'inscrire là-dedans, parce que c'est quelque chose que les anglo-saxons notamment aiment beaucoup, ce mélange qui est peut-être un peu moins répandu en France de faits scientifiques, de culture et
de fiction, tout simplement. Donc voilà pour la petite histoire de Lucas Édition. Et on espère que ça va continuer encore un moment et qu'on va trouver plein de textes à proposer. On parlera tout à l'heure à la fin, puisque Delphine est là, elle va sortir un livre sur l'appendicite. On va rester dans le domaine médical. Oui, c'est la tendance de ce début d'année chez Lucas. Oui. Et encore un mot peut-être sur la maison pour souligner, je peux dire, puisque je suis auteur dans cette maison, que voilà, vous êtes très, très attentive et j'en témoigne en tant que bénéficiaire. Vous avez un regard très vigilant sur le fait de bien rémunérer les auteurs, de les défrayer sur des salons, de travailler dans le plus grand souci du développement durable. Enfin voilà, c'est une maison qui a une petite maison d'édition, mais qui a des valeurs assez fortes. Oui, bah oui, on essaye de faire au mieux, n'est-ce pas? Et on sait que la condition des auteurs, mais aussi des traducteurs, des correcteurs, des graphistes, des maquettistes, des correcteurs, c'est pas toujours l'idéal dans l'édition ou ailleurs. Donc voilà, on essaye de proposer à notre échelle des solutions un peu plus durables et pérennes, en espérant que ça prenne et que ça inspire d'autres personnes, peut-être. On verra. On le voit aussi sur la couverture, puisque le nom de la traductrice figure au même niveau que le nom de l'auteur. C'est vrai que les traducteurs ou traductrices sont souvent quand même les parents pauvres de l'édition. Très souvent, ils ne sont même pas cités dans les interviews qui sont faites autour des livres. Donc, c'est intéressant que la maison d'édition ait mis en avant la traductrice. À la fin du livre, on trouve une présentation de l'auteur, de l'illustrateur et du traducteur. Ça me paraît vraiment, voilà, ça relève de cet esprit que je disais où vous souhaitez valoriser toute la chaîne, en fait, toute la chaîne du livre. Oui, tout à fait. Bon, c'était Sandrine qui a fait après le travail d'édition sur ce texte, vu qu'en tant que traductrice, bon, j'aurais été un peu biaisée pour tout faire. Mais effectivement, elle ne s'est pas posé la question une seule seconde de savoir si on mettait la traduction en couverture. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui a fait réagir beaucoup de mes collègues et traducteurs et traductrices qui ont dit « Ah oui, tu as ton nom en couverture, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, tristement. » Donc voilà, c'est bien aussi d'en parler rapidement. Alors justement, pour rentrer dans le livre, on peut commencer par parler de l'objet, de la couverture, qui est vraiment magnifique. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Hein. C'est pas, alors effectivement, étant auteur de la maison, on peut penser que mon propos est orienté, mais non, c'est vraiment une couverture qu'on remarque. Voilà. Peut-être un mot sur l'illustrateur. Sur l'illustratrice, oui, c'est Noémie Chevalier qui a conçu cette couverture. Elle est parfaite. Hein. Oui, en fait, c'est assez amusant parce que dès qu'on a commencé à envisager voilà, de traduire ce texte et quand on a eu les droits, moi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais comme type de couverture, ce qui est rare. Hein, je ne suis pas forcément très portée sur le graphisme ou sur ce genre de choses, mais là, j'avais une vision voilà, de choses assez fragmentées comme ça. Et j'ai connu le travail de Noémie Chevalier parce qu'elle illustrait des couvertures de romans, notamment chez Rajo, et notamment Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas, qui m'avait bien plu et qui m'avait marqué dans ce style-là. Donc, on lui a proposé de travailler sur ce texte, et je crois que ça lui a bien plu également. Et bon, alors voilà, c'est doré, c'est super. Et à côté de ça, une fois qu'on a lu le roman, peut-être plus, la couverture prend un sens un peu particulier quand on peut retracer un peu les éléments qui ont évidemment leur importance dans l'histoire. Je trouve que c'est sympa. Et donc ensuite, derrière, on a cet aspect journal qui est aussi intéressant par rapport à l'intrigue du roman. Et alors, parce qu'il y a un autre illustrateur, il y a Jean-Marc. Oui, on a deux illustrateurs. Ensuite, nous avons Jean-Marc Superville-Sauvac et ensuite Louis Diallo. Donc ça concerne en fait les illustrations intérieures du roman. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, on a plusieurs illustrations comme ça d'inspiration assez naturaliste, scientifique, hein, qui agrémentent le journal et qui permettent d'aérer le texte. Mais comme vous vous en doutez certainement, en anglais, on a un certain nombre de signes et quand on traduit vers le français, le nombre de signes augmente parce qu'on prend toujours plus de place en français. Et donc, on a proposé à un autre illustrateur de rajouter 4 illustrations pour permettre d'aérer un peu le texte à des moments où du coup, il devenait assez dense. Et donc, c'est Louis Diallo qui a rajouté quelques illustrations pour nous permettre de compléter un peu
la maquette comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ce texte en anglais? Qu'est-ce qui t'a donné à Sandrine, qu'est-ce qui vous a donné à Sandrine et à toi l'idée de le traduire et de le faire connaître aux lecteurs français et byzantins? On l'a découvert, j'ai envie de dire complètement par hasard en cherchant sur internet des textes un peu de fiction comme ça qui pouvaient avoir des thématiques scientifiques, médicales. On cherchait toutes les deux et on est tombé sur ce texte, puis sur le site de l'autrice Julie Chibaro. On a commencé à regarder, on s'est dit ah, ça a l'air quand même, ça a l'air super sympa ça. On s'est renseigné et on a demandé si on pouvait avoir un PDF pour lecture et si les droits étaient éventuellement disponibles avant de s'aventurer plus allant. Donc ensuite, on reçoit effectivement le texte en numérique avec les agents et on s'était dit oh, on le lira quand on pourra et puis on en reparle. Bon. J'ai commencé à le lire un samedi matin. Bon, je ne l'ai pas lâché, je n'ai pas mangé, je n'ai rien fait. Je l'ai fini samedi après-midi et j'ai appelé Sandrine en disant ah, tu l'as lu, ça y est, c'est bon, il faut absolument qu'on le prenne, c'est génial. Elle était plutôt du même avis que moi, donc on s'est dit qu'on allait essayer d'entamer des négociations pour faire connaître ce texte à un public autre, un public français, francophone en tout cas. Et donc, c'est un roman qui se passe à New York au début du XXe siècle. Je ne le prononce pas bien New York, je l'ai vraiment prononcé à la franc-comtoise devant une traductrice, c'est pas terrible. À New York. Pas de problème, pas de problème, je prends tout. Au début du XXe siècle. Oui. Et qui met en scène donc une jeune fille qui est dans une école pour filles et qui se destine, qui fait des études en fait payées par elle se fait payer ses études pour accéder à un métier de secrétaire. Par les bonnes familles de New York qui financent et sponsorisent certaines jeunes filles pour leur permettre d'accéder voilà, à des rôles de secrétariat, de garde d'enfants auprès de bonnes familles, des choses. Voilà. Mais elle a d'autres centres d'intérêt dans la vie. Elle se passionne pour tout ce qui est le fonctionnement du corps et notamment la manière dont on peut guérir des maladies, puisque sa mère est sage-femme et elle assiste à beaucoup d'accouchements difficiles, voire qui se terminent par la mort de la mère et ou de l'enfant. Elle a perdu son frère, son père a disparu pendant la guerre. Le père, on ne sait pas trop, on pense que c'est la guerre, mais en tout cas, elle a perdu son frère et elle cherche à lutter contre. Elle voudrait trouver des moyens de sauver les gens malades. Et donc, elle est attirée par la science, mais il y a tous les interdits qui pèsent sur les filles, a fortiori sur les filles de conditions modestes par rapport à des études scientifiques, et a fortiori à une carrière de chercheuse. C'est ça. Oui, oui, bah, on a une jeune fille de 16 ans qui vit seule avec sa mère à New York et qui n'est pas particulièrement passionnée par ce qu'on lui apprend à l'école et qui a voilà, ce cheminement sur les choses invisibles, sur le fonctionnement de la vie, de la mort, de tout un tas de choses et qui va, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, chercher un travail, ce qui est permis avec son école, pourvu que ce soit dans des horaires bien précis. Elle va finir par trouver un travail auprès de l'agence de la santé et de l'hygiène de New York, mais malheureusement, c'est un travail à temps plein. Voilà, ce qui ne va pas forcément l'arrêter, mais il faudra lire le roman pour voir un peu comment tout ça s'enchaîne. Mais bon, elle va s'attacher auprès de George Soper, qui est un hygiéniste et qui enquête sur des morts suspectes et sur une possible fièvre typhoïde à divers endroits de New York. Et donc, à partir de là, elle va commencer à un peu plus comprendre et s'intéresser au fonctionnement véritablement du corps humain et de la science. Et donc, le roman, en fait, l'idée du roman pour son autrice, c'était de revenir sur la figure d'un personnage qui a réellement existé, qui était Marie Typhoïde, un personnage voilà, qu'on a accusé à un moment d'avoir propagé volontairement
la typhoïde à New York et autour de laquelle circulaient des légendes. Et l'autrice explique à la fin du livre qu'elle a voulu, voilà, en quelque sorte, réhabiliter, en tout cas comprendre ou donner à voir ce que cette personne avait vécu, puisqu'elle était, on peut le dire sans forcément spoiler, elle était porteuse saine de la fièvre typhoïde. Et à l'époque, cette notion de porteur sain n'était pas du tout, n'était pas connue. Non, 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 c'est une manière de réhabiliter et de redonner un peu de substance à une personne, Marie Malone, qui est finalement devenue un mythe et qui a pris une importance assez folle, au moins aux États-Unis. Et c'était aussi une manière de réhabiliter un petit peu la mémoire des victimes, parce qu'on oublie qu'il y a eu pas mal de victimes aussi dans cette histoire. Donc voilà, c'est une possibilité de creuser un petit peu plus toute cette question avec un cadre historique très précis et très documenté, hein, et de revenir sur ce personnage et bah, sa vie particulière. Parce que ce que je trouve particulièrement intéressant dans le livre, c'est toutes les questions morales que se pose l'héroïne, puisque, par exemple, il faut à un moment isoler la personne, mais l'isoler, ça veut dire la couper de sa vie quotidienne. En plus, elle découvre que c'est une personne immigrée, comme elle-même est arrivée enfin, sa famille est arrivée de fraîche date aux États-Unis, et donc il y a tous ces échos sur la société, ce qui est juste ou pas de faire. Voilà, ça vous a aussi, j'imagine, intéressé ces questionnements philosophiques, moral et social que se pose en continu l'héroïne, qui est très bien rendu dans le texte et dans la traduction. Oui, oui, bah, c'est évidemment une des grandes forces de ce roman qui est sous forme de journal, hein, où on suit Prudence dans ses cheminements moraux et plus physiques. Mais effectivement, il y a cette dimension de qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, et pourquoi. Et je trouve que Julie Chibarot a cette capacité assez rare à donner beaucoup de substance à ses personnages, beaucoup d'humanité, qu'ils soient bons ou mauvais, si on veut schématiser un petit peu, mais il y a toujours voilà, une substance à ces personnages, à leur questionnement et tout semble extrêmement juste dans les interactions, dans les cheminements, et je trouve que c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés avec Sandrine, et bon, le côté éminemment littéraire du texte également. Je crois savoir que la question des temps fait réagir pas mal de gens, notamment Anaïs aussi, qui est présente sur le chat. Oui, parce que alors voilà, pour le texte est conçu comme un journal qu'écrit la jeune fille. Elle revient sur des événements qui ont eu lieu la veille ou le lendemain. Donc il y a un passage entre un basculement régulier entre le présent du moment où elle écrit et le passé de des événements qu'elle narre. Oui. Comment est-ce que tu as travaillé spécifiquement ce point en tant que traductrice? Oui, oui, ben, on voulait voilà, scinder un peu ces différents temps, moments de l'énonciation et de l'action, donc garder du présent pour certaines scènes et ensuite garder ce côté légèrement suranné, légèrement désuet du journal, de ce qu'on attend d'une jeune fille de l'époque, et de voir voilà, un contraste entre cet effet journal et l'action pure et dure qui dynamise un peu plus tout ça. Oui, c'est très littéraire. Il y a l'utilisation de l'imparfait du subjonctif qui est un peu suranné, comme tu dis, qu'on ne trouve pas, mais qui est, je trouve, ne met pas du tout de distance entre le lecteur et le texte, puisqu'il y a vraiment ce moteur de l'enquête. Ah oui, oui, le but n'est pas du tout de distancier quoi que ce soit, mais voilà, je trouvais que ça s'inscrivait bien dans ce texte et que ça coule au final très bien avec Prudence, hein, ça fonctionne. Je reviens sur ce que tu disais sur la capacité de l'auteur. D'ailleurs, je crois qu'elle est connectée. Et Donc, oui, je viens de voir ça aussi, ainsi que Jean-Marc. Bonjour. ainsi que l'illustrateur s'il le souhaite aussi. Voilà, cette capacité donc à mettre à jour les questionnements éthiques, comme tu disais, tout en nous présentant la vie d'une jeune fille qui a aussi des émois amoureux sur lesquels elle s'interroge, puisque on ne va pas tout révéler, mais voilà, elle évolue dans un monde d'hommes, donc à un moment, elle se pose certaines questions par rapport à ses relations avec les jeunes de son âge ou avec
des maîtres, voilà, et on est aussi témoin de ces questionnements amoureux, et je trouve que c'est vraiment très, très, très réussi, encore une fois. Ah oui, oui, c'est un gros coup de cœur complet sur ce texte et tout ce qui couvre. Donc, je suis ravie qu'on puisse en parler et j'espère que de nombreuses personnes vont essayer de le découvrir. Ce serait d'autant plus sympathique. On a Mais tout un rapport, puisqu'on approche de l'heure du repas, tout un rapport à la nourriture, puisque la maladie se transmet par donc le personnage de Marie qui est cuisinière, mais et aussi, on a aussi la nourriture comme lien avec les origines, puisque l'héroïne est d'une famille polonaise, et donc il y a la manière dont sa mère cuisine, qui est un peu le seul lien qui la rattache au pays d'émigration de ses grands-parents. oui, oui, il y a beaucoup de choses qui passent par la nourriture. Je fais plein de recherches pour traduire ou pas certains termes et voir exactement à quoi ça correspondait. Ce qui était fascinant, j'ai envie de manger plein de choses du coup. Ensuite, on a les énumérations des plats lors de la recherche de l'épidémie et de ce qui peut les causer. On a les énumérations de plats, de ce que les personnes infectées ont mangé ou pas pour essayer d'isoler quelque chose. Oui, le rapport à la nourriture est très important dans le roman, mais je pense que c'est effectivement très important aussi comme part de sa culture, en fait. La culture qu'on a ramenée, la culture qu'on veut intégrer, parce qu'il y a aussi fait mention de cheesecake et d'autres délices que Prudence veut faire goûter ou acheter. Et donc voilà, où se situe la culture passée, où se situe la culture qu'on veut acquérir et quelle est la tradition et son poids. Donc oui, c'est très intéressant. Si on avait été en réunion physique, comme c'est toujours préférable, on aurait pu conclure l'entretien par des dégustations des produits cités dans le livre. Mais malheureusement, vous devrez vous contenter de lire le livre et de les imaginer, au moins dans un premier temps. Et oui, à la fin du livre, donc, on trouve quelques mots de l'autrice, justement, qui nous explique, en fait, qui revient sur, et c'est bien de le lire après, je trouve, voilà, qui revient sur la raison qui l'a poussé à écrire ce livre, et voilà, sur aussi les points qu'elle a souhaité aborder. Et si elle souhaite intervenir, Très bien. je suppose qu'elle est francophone. Et son mari est francophone, il me semble. Julie, would you like to say some words about where does that come from and what inspiration drew you to write Deadly, maybe? Je vais réactiver le micro, je crois. Hi there. Hey, first time. I wasn't expecting to say anything. On va avoir un exercice de traduction en direct par Hermine, ça va être super. That's splendid. Well, you see, Jean-Marc is there too, right? Yeah, He promised he would say something, maybe. fantastic. Alors, je suis au boulot, alors faut dire à personne. Je me cache. Secret, personne n'en saura rien. The idea came because I grew up in New York City, and everyone was very germ aware, and they spoke about this woman, Typhoid Mary, and they said, don't touch anything, you'll be like Typhoid Mary, you'll kill everyone with your germs. And I didn't know who Typhoid Mary was until I started doing research for a different book. And then I came across the real story of who she was, just a regular person, a cook. And I felt like I had to tell that story. I'm going to go back to work now. See, here I am working. But I will listen, not that I understand much, but it's fun to listen to you. Okay. Bye. Oui, ok. Oui, donc
Julie disait qu'elle avait découvert, enfin qu'elle était new-yorkaise et que quand elle était plus jeune, tout le monde était un peu fasciné, obnubilé par la question des germes, de la maladie, et qu'on disait attention, tu deviendras ou tu seras comme Marie Typhoïde, ce qui était voilà assez répandu. Et donc elle a commencé, pour les besoins d'un autre roman, à faire des recherches plus précises sur ce personnage et son histoire, et elle s'est rendue compte évidemment que Marie Typhoïde était bien une personne comme vous et moi, comme tout le monde. Et donc elle a eu envie de réhabiliter un peu son image, ou en tout cas de lui donner un peu plus de nuances à travers le roman. Voilà. Est-ce que certains des participants voudraient poser une question particulière par rapport au livre? Alors, comme c'est construit un peu à la manière d'une enquête ou d'un polar, c'est toujours difficile d'aller trop dans le texte, puisqu'il faut ne pas trop en dire, conserver le moteur de lecture. Là, on a posé le contexte, mais vous avez peut-être des questions sur la manière peut-être dont les informations médicales sont passées dans le texte. Tu peux, oui, déjà répondre à ça. Comment est-ce que, parce que pour le coup, l'équilibre est plutôt bien trouvé entre les informations, ce qui fait justement l'essence même de Lucas Édition, c'est comment les données scientifiques, en l'occurrence médicales, sont glissées, c'est-à-dire qu'on apprend un peu comme Monsieur Jourdain sans s'en rendre compte. C'est le but, effectivement, mais on va apprendre en suivant prudence, en fait, et par rapport à ce qu'elle sait, elle, à ce qu'elle va chercher, au personnage qu'elle va fréquenter. Elle a aussi une certaine fascination pour les livres et les articles de science qu'elle va chercher à acquérir ou à consulter. Et après, au travers de son travail au département d'hygiène et de la santé, elle va voilà, commencer à comprendre et à avoir plus d'informations sur comment ça marche et qu'est-ce qui fait quoi. Et du coup, le lecteur, fatalement, a également plus d'informations, hein, que vous soyez totalement novice en épidémiologie ou pas, c'est accessible, c'est traduisible, donc voilà, pas de panique, ça se fait très bien. Mais voilà, oui, en suivant cette jeune fille de 16 ans et son cheminement. Je crois que Jean-Marc aussi voulait nous dire peut-être quelques mots si il arrive à ne pas se faire voir. C'est ça. Salut. Oui. Salut tout le monde. Bonjour. Salut Hermine. Je dois dire que c'est quand même assez unique ce genre d'événement. Je trouve c'est un peu un des seuls avantages de la pandémie, ces espèces de rencontres. Comment dire, qui pourraient pas se passer autrement. Donc, merci, hein, merci les sandales d'Empédocle. Ah, j'ai dû faire un peu de recherche, hein, l'histoire des sandales, je ne connaissais pas du tout. Mais Hermine, moi j'aurais une question justement pour toi, parce que en ce moment, surtout à New York, qui est une ville quand même qui a été assez vulnérable pendant assez longtemps à ce genre d'épidémie. Maintenant aussi d'ailleurs, et très souvent, c'est les immigrants, hein, qui sont les premières victimes et les victimes les plus graves de ces épidémies. Donc, de un, je voulais savoir comment ça se passe un peu comment ça se passe. Comment vous imaginez la réaction des jeunes en ce moment en France en regardant ce récit, ce livre, cette histoire de Mary, Typhoid Mary. Je veux dire, à New York, tout le monde connaît Typhoid Mary. Hein. C'est un peu, je ne sais pas ce que c'est l'équivalent, mais bon. De un, ouais, la réaction, et de deux, est-ce que
j'ai remarqué dans la traduction, qui était quand même un autre livre, il faut le dire, Oui, bien sûr. il y a certains détails qui, encore en Amérique, apparaissent totalement évidents quand on parle de la guerre. Bon, c'est Oui, pas quelle oui. guerre, parce que c'est la guerre entre l'Espagne et les États-Unis. Bon, il y a quand même toujours des petits, des petits détails historiques qu'il faut rajouter. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il y en a eu d'autres situations comme ça où il a fallu, bon, c'est pas une histoire de lacune du public français, mais qui est quand même assez bien éduqué, je le reconnais, mais est-ce qu'il a fallu cultiver un peu de cette manière plusieurs d'autres fois? Alors, je vous laisse répondre à la question et allez, salut. Alors, pour compléter la question, c'est vrai que quand j'ai lu le livre et que tu dis que le père de l'héroïne est parti à la guerre, je me dis, mais c'est un peu loin pour la guerre de sécession. Je me suis dit, la guerre de 70, les États-Unis n'étaient pas tout à fait concernés. Et c'est vrai que j'avais pas cette culture-là, j'avais un peu zappé la guerre C'est américano-hispanique. un fait qui est beaucoup moins connu, qui est beaucoup moins connu en France. Il y a pas mal de détails comme ça qu'on préfère expliciter, d'où l'importance des fameuses NDT ou notes de traduction ou notes du traducteur en bas de page. J'espère ne pas en avoir trop mises, je ne crois pas, je me suis restreinte sur ce coup-là. Mais oui, voilà, c'est toujours la question d'adapter à un public qui n'a pas forcément le même socle culturel ou les mêmes références. Donc il y a des fois où on préfère préciser certaines choses. Par exemple, on fait aussi mention d'Ellis Island, ce qui doit être quand même plus connu en France, mais qui était la porte d'entrée pour tous les immigrants aux États-Unis, donc symbolisée par cette fameuse statue de la liberté sur cette île. Mais voilà, il y a des choses qu'effectivement, je pense qu'il faut expliciter un petit peu pour être sûr de ne pas perdre tout le monde. Et je pense qu'effectivement, cette guerre, c'est pas très connu en France, en tout cas, je ne pense pas. Après, pour la question de la réception pour un public adolescent français, le peu de retours qu'on a eu pour l'instant, vu que le roman, sa traduction n'est sortie que début février, sont plutôt très positifs. Et pour les adolescents, ou même bien plus, des très grands adolescents que je peux avoir dans mon entourage, trouvent en fait que c'est une excellente manière de comprendre clairement le rôle des porteurs sains et qu'est-ce qu'ils peuvent causer comme cluster ou comme infection. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément très acquis, même si depuis le Covid, on est tous beaucoup plus éduqués à la question. Je pense que c'est une manière assez simple et claire de comprendre comment ça peut se passer en fait. Et les retours qu'on a eus vont dans ce sens. Moi, j'ai ma mère qui n'est pas du tout préoccupée par les questions très scientifiques ou très médicales. Hein. Au contraire, si elle peut éviter, des fois, c'est bien. Qui m'a dit « Ah, mais j'ai fait des recherches sur les porteurs sains et comment ça marche. » J'ai eu des grandes discussions après. Voilà, ça peut ouvrir à la discussion ou à la recherche, je pense. Et c'est vrai que c'est une question, je sais que vous vous êtes posée, puisque on peut se dire un livre qui traite d'une épidémie et de la recherche d'un virus et puis des solutions pour lutter contre ce virus en 2021, ça C'est surfe sur l'actualité. Mais justement, il y avait une forme quand même de réticence à vendre le livre comme ça, parce que c'est pas un coup au marketing, puisque vous avez bien sûr fait trouver le livre en amont. Pas là Mais pour ça. on ne Hein. peut pas s'empêcher de penser que pour un ado qui découvre ce texte, ça fait forcément écho et ça lui donne des pistes pour mieux comprendre. En plus, avec la transposition dans le temps, dans l'espace, en français, c'est parfait. C'est le livre acheté à tout le monde au Sandal dans Médoc. En fait, il y a deux réactions possibles à ça. On en parlait souvent avec Sandrine de Lucas Édition. Moi, je partais du principe qu'il y a peut-être des gens que ça allait dégoûter du coup du roman ou de la lecture en se disant que bon, on a déjà bien assez à faire en ce moment. Pourquoi on irait s'infliger ça? Et elle soutenait plutôt que c'était intéressant pour comprendre comment ça fonctionnait et d'où ça venait. Donc, je ne sais pas. L'avenir le dira. Je pense qu'effectivement, ça montre bien les mécanismes. Après,
voilà. Parce qu'il y a eu cette réaction, il y a plusieurs quand même lecteurs qui à la librairie m'ont dit que, en tout cas dans le premier confinement, ils n'étaient pas capables de lire de la fiction et que leur envie de lecture, elle allait juste sur des textes qui expliquaient ce qui était en train de se passer. Donc ça peut répondre à certaines attentes. À l'inverse, il y en a qui disaient qu'ils se réfugiaient dans la fiction et qui ne voulaient pas du tout entendre parler d'un livre qui les ramènerait à une situation d'épidémie, d'isolement. Donc, Mais oui, il y a autant de livres que de lecteurs, donc on laissera tout le monde choisir. il faut qu'ils choisissent celui-là déjà. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent poser une question, peut-être qu'on n'aurait pas évoqué, donner un retour s'ils ont lu le livre? Alors, moi, j'aurais un petit point aussi qui est soulevé dans le livre et que moi j'ai trouvé intéressante. Alors, moi, il faut bien comprendre mon parcours aussi. J'ai un doctorat en zoologie, j'ai un gros cursus scientifique. Donc, comme je l'ai dit au tout début, il n'y avait pas trop de surprises pour moi dans le livre, hein, parce que je connaissais déjà l'histoire et tout ça. Mais c'est extrêmement bien fait. Par contre, quelque chose que je trouve hyper intéressant dans le livre, c'est que Prudence se retrouve confrontée à quelques problèmes avec certains collègues qu'on continue à retrouver de nos jours. Oui. Et ça aussi, j'ai trouvé, c'est toujours fascinant de se dire, déjà à l'époque, c'était comme ça, et aujourd'hui, alors dans le bouquin, c'est vraiment très, enfin, pas très mis en avant, mais c'est très, comment dire en français, obvious, très visible dans le. Oui, c'est très marqué, oui, effectivement. Voilà. Un incident précis. Dans les labos, c'est plus subtil que ça, entre guillemets, encore que. Oui. Mais voilà, mais c'est marrant de voir qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment évolué, en fait. Ouais. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a ce point qui est présent dans le livre et qui se règle de façon plus ou moins. Oui, c'est peut-être pas complètement satisfaisant la résolution, mais. Disons que c'est une résolution qui est crédible en réalité. Mm. Voilà, c'est comme ça qu'on a tendance à résoudre un peu les trucs. Pardon. Un autre point aussi qui fait écho à la situation actuelle, même si là, pour le coup, on peut espérer que dans les relations hommes-femmes dans les labos, il y a quand même eu une légère amélioration. Par contre, ce qui semble avoir empiré, c'est le rapport des médias, la manière dont les médias peuvent amplifier ou déformer les informations liées à une pandémie. Ça, on le voit très bien sur la fin du texte. La fin du roman, oui. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué cet aspect-là non plus. Il y a beaucoup d'aspects à évoquer dans ce roman. Et oui, c'est vrai qu'on voit l'information ou la désinformation à l'œuvre, et je pense que ça n'a fait qu'empirer, mais oui. Oui, elle aborde vraiment beaucoup de sujets, Julie, elle est très forte. Mais enfin, je pense quand même que en tout cas, alors c'est peut-être un avis de lecteur, mais la dimension principale, c'est quand même la dimension presque même plus que la dimension médicale, c'est la dimension féministe en fait. C'est comment cette jeune fille va s'imposer dans un monde qui a priori lui était interdit et qu'elle s'était elle-même inconsciemment interdit. Oui, oui, bien sûr, mais en même temps, elle n'avait pas d'exemple autour d'elle, elle n'avait pas beaucoup de moyens pour le faire, et c'est la force tranquille, Prudence. Enfin, moi, j'ai toujours pris comme ça tout au long du roman, et une fois qu'elle a son objectif, elle y va et elle avance, et on voit ce qui se passe un peu au fur et à mesure, mais sans jamais lâcher ce but qui se concrétise d'ailleurs au fur et à mesure du roman. Elle part d'une idée très abstraite de ce qui l'intéresse et de ce qu'elle voudrait peut-être faire, et à la fin du roman, voilà, on a des pistes bien plus concrètes pour elle qui vont dans le bon sens. Mais bon, la place des femmes en sciences, elle est donc déjà posée à New York en 1906, et on a encore beaucoup d'articles. C'était la semaine dernière, c'était la journée des femmes en sciences. Bon, je pense qu'on n'a pas fait encore assez de chemin pour ce côté féministe. Hein. Tu avais prévu de nous lire un extrait? Oui. Et je lui ai dit les premières phrases, en fait. Si Julie a son livre et qu'elle voulait nous le lire en anglais juste après, ce serait merveilleux. Et elle travaille, alors je ne sais pas. Oui, mais je voulais lire les premières phrases parce que je trouve que ça donne tout à fait bien le ton du texte, et même si ça peut paraître un peu mélancolique ou pessimiste, moi j'adore ce début de texte en fait. Voilà. Alors,
7 septembre 1906. Je sais qu'un jour, je ne serai plus sur cette terre. Un monde sans mon moi physique. À quoi cela pourra-t-il bien ressembler? Je me coulerai dans le sol, je deviendrai une plante, un arbre, je perdrai mes feuilles, qui jauniront et seront écrasées sous le pied d'un enfant, jusqu'à ce que je devienne poussière. Je ne serai plus rien, j'aurai disparu. À chaque mois de septembre, me reviennent ces frissons, me reviennent à l'esprit la mort atroce de mon frère et les questions. Pourquoi cette vie si jeune s'était-elle éteinte? Pourquoi les gens doivent-ils mourir? J'écris ce journal pour essayer de fournir une explication, comme si chaque mot était une étape parmi tant d'autres. Ces mots mettent mon passé en lumière. Ils me projettent vers l'avant, vers l'avenir. Ils m'aident à ne pas oublier. Sans l'écriture, le vide que je ressens serait encore plus grand. Voilà. Et je pense que cette dernière phrase, pour tous les gens qui aiment les livres, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. C'est vrai que ça donne envie de reprendre. Est-ce qu'il y a des interventions, questions? Eh bien, on peut du coup clore là, sauf si Hermine, tu veux dire quelque chose. En tout cas, c'était une chouette surprise d'avoir l'intervention depuis les États-Unis de Julie. Jean-Marc aussi aux États-Unis, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. On est un Zoom international. Non, mais c'est génial parce qu'en plus, en tant que traductrice, on n'a pas toujours accès ou un contact voilà, facile ou privilégié avec les personnes qu'on traduit. Donc, je trouve que c'est d'autant plus important parce que la traduction d'un livre, c'est particulier aussi. Bon, si c'est bien fait, on est comme les ninjas, on ne nous voit pas, mais il y a un travail particulier qui est fait et on se glisse dans les mots d'une personne. Et je trouve que c'est un métier fabuleux juste pour ça. Voilà. Tu as sollicité Julie pendant la traduction ou... J'avais échangé un ou deux mails avec elle, mais c'était pas pour des points de traduction précis, c'était de manière très générale et pour me présenter. Voilà. D'accord. On a un autre anglophone qui assiste à la réunion, David. Voilà. Et ben, si personne ne souhaite intervenir, on peut vous remercier tous et toutes, en particulier tous ceux qui sont intervenus dans l'écriture, la traduction, l'illustration, la diffusion, la publication de ce livre, la vente. La correction, la littérature et les livres, c'est jamais un travail individuel, donc voilà. Et puis, finir peut-être par un petit clin d'œil à Delphine Gosset, qui est avec nous et qui va publier semaine prochaine. Début mars, oui, tout à fait, le 5 mars, un album qui s'appelle L'Appendicite, vu qu'on reste dans une thématique médicale forte pour ce début d'année, et qui va nous conter les aventures étranges d'un étrange lapin dans un étrange endroit. Et ce sera à découvrir très prochainement. Je ne sais pas si Delphine, tu veux pour un dire public plus jeune, hein, on peut préciser. Pour un public plus jeune. Pour un public plus jeune, oui, on est sur un album qui s'adresse quand même à des bons lecteurs d'albums. Oui, c'est bien parce que je n'avais pas compris du tout pourquoi ça s'appelait l'appendicite, parce que je l'avais vu écrit et je ne l'avais pas prononcé, donc je vois. Oui. J'étais pas seule. Effectivement, je vois que je ne suis pas la seule à avoir mis un moment avant de comprendre le jeu de mots. Mais c'est bien, c'est à retardement, on aime bien les choses à retardement. Voilà. Il faudra suivre ce lapin au bout du tunnel et voir où ça mène. Je ne sais pas, Delphine, tu as le son, tu as quelque chose? Je crois qu'elle ne s'exprime que par écrit. Comme tous les auteurs. Elle n'a pas de micro. Ah, bon. Mais je pense que vous pourrez la retrouver bientôt au Sandal, vu que Delphine a la chance d'être également à Besançon. Donc, il faudra... Oui, on fera un événement, on essaiera de faire un événement, en tout cas une signature en présentiel, et puis peut-être qu'après on pourra boire un coup. Et je ne sais pas si ça parle de nourriture dans l'appendicite, mais c'est vrai qu'on aurait bien goûté quelques spécialités polonaises évoquées dans le ou même un cheesecake avec ça aurait été parfait pour clore ce moment sympathique.
Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on a pu avoir 2 personnes séparées de nous par un océan, ce qui est quand même pas mal. Excellent. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci Hermine. Et puis à bientôt et bonne lecture de ce stupeur qui vous stupéfiera de bonheur. Allons-y. Merci, Hermine. Merci Jean-Marc. À bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Bon.